La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on attend la parole présidentielle. Il y a d'ailleurs deux manières de prendre les choses. La dépêche du midi, ce que va dire Hollande. Et Paris-Normandie, ce que vous attendez de lui. Mais dans le contexte de crise, le président est attendu au tournant, et des tournants, il pourrait y en avoir d'ailleurs. Le Figaro, Daesh, migrants, Hollande contraint de revoir sa stratégie. Libération, le changement, plus qu'un an. Et l'Opinion, Hollande, mais changement, c'est maintenant. 11h, donc ce matin à l'Élysée, environ 200 journalistes, la conférence de presse de François Hollande. Oui, évidemment, une conférence de presse présidentielle, c'est l'occasion pour les commentateurs de déployer à peu près toutes les nuances qui vont de l'ironie au sarcasme. L'Opinion s'en donne à cœur joie sur le thème des baisses d'impôts. Impôt, le magicien d'Oz, titre joliment Olivier Auguste. Tout juste sait-on que le David Copperfield de la fiscalité française marmonne une formule incantatoire dont on perçoit quelques mots, justice sociale et redistribution notamment. Et que tandis qu'il agite d'une main sa baguette au-dessus d'un avis d'imposition, de l'autre il croise les doigts dans le dos pour que la croissance pleuve, sans quoi le tour raterait, les déficits s'envoleraient. Ainsi concocte-t-il une potion dont le coût 2 milliards d'euros est peu de choses au regard de l'effet magique attendu, une réélection en 2017, ce qui, chacun en conviendra, serait bluffant. Alors justement, pour cette fameuse réélection, Libération dresse la liste façon rétro-planning de tout ce que doit réussir le président d'ici septembre 2016. Le programme est chargé, réformer le code du travail, révéler une initiative européenne, porter une réforme de gauche. On ne sait pas pourquoi, mais on se dit que ce sera le plus difficile d'ailleurs. Et puis, il y a cette fameuse baisse du chômage. Mais en fait, peu importe. Un responsable PS confie à Lilian Alemania et Grégoire Bizot, vous croyez vraiment qu'il peut ne pas y aller ? Même si le chômage ne baisse pas, il trouvera une raison. Le danger de l'extrême droite, l'extrême droitisation de la droite, la division de la gauche. En attendant, le Parisien s'interroge sur le brouillage du clivage gauche-droite qui paralyse la vie politique française. Un Macron qui fait de la droite libérale, un Juppé qui fait de la gauche libérale, un Sarkozy qui lorgne très à droite, une Marine Le Pen qui soutient Syriza, un Mélenchon qui redécouvre l'identité locale. La ligne de fracture, observe le politologue Gérard Grunberg, est désormais sur l'Europe et elle traverse tous les partis. Mais comme la recomposition semble pour l'heure exclue, il plaide pour un scrutin proportionnel, histoire de permettre des alliances au-delà des postures. C'était pas une des promesses du président d'ailleurs ? Le président qui sera également attendu sur la Syrie pendant sa conférence de presse. Mais oui, parmi les annonces, celle de frappes aériennes en Syrie, qui est saluée d'ailleurs par le Figaro d'un « Il était temps ». Le journal déplore la stratégie française qui faisait de la chute de Bachar el-Assad un préalable et remarque que même Moscou a fait un geste en faveur de la sortie du dictateur lui-même tout en prônant le maintien de ceux qui, autour de lui, peuvent encore sauver l'État syrien. Au contraire, Libération publie une tribune de François Heisbourg, spécialiste en géopolitique, qui estime que le principal risque serait en fait de renforcer encore le lien entre l'État islamique et les populations sunnites. Ces bombardements nous plongeraient selon lui dans un imbroglio que seul éviterait le renforcement progressif des moyens de la DGSI et le recours aux forces spéciales. La conclusion, c'est que l'agitation soudaine ne fait pas une politique. Natacha, il existerait une géopolitique du baiser. Oui, et c'est dans Philosophie Magazine. Alors la une de Philosophie Magazine, on se dit qu'elle peut peut-être aider à la recomposition politique. Le journal pose la question, pense-t-on mieux seul ou à plusieurs ? Encore faut-il être capable de penser quelque chose même à plusieurs. Mais on trouve surtout donc dans Philosophie Magazine un petit article sur le baiser, vous savez, celui qu'on appelle le French kiss. Figurez-vous que des anthropologues n'en ont trouvé la pratique que dans 46% des groupes humains. C'est pas beaucoup. Contrairement à ce que veulent nous faire croire des biologistes empressés de nous réduire à des fonctions génétiquement programmées, et qui nous expliquent que le baiser, tout le monde partage ça, et qu'en fait, c'est parce que ça permet d'échanger des gènes, machin. Le baiser n'a rien d'universel. Mais Alexandre Lacroix propose une lecture culturelle du problème. Le baiser, invention régionale très appréciée dans l'Empire romain, était presque inconnu en Afrique au XIXe siècle. En Inde, en Chine ou au Japon, il est une pratique érotique très très intime. En fait, c'est l'occidentalisation du monde et la diffusion du cinéma hollywoodien au XXe siècle qui l'ont popularisé. Et son recul marquerait l'affaiblissement de l'hégémonie américaine et la tendance à la démondialisation. Alors, moins de globalisation, mais pas forcément plus de liberté. On parle de la pollution, celle qu'on ne voit pas ou
plutôt celle qu'on voit trop d'ailleurs. Oui, alors vous tous qui dormez la nuit, vous avez de la chance. Vous ne vous en êtes pas aperçu, mais le Parisien nous apprend que la quantité de lumière artificielle émise la nuit en France a augmenté de 94% entre 1990 et 2012. 11 millions de points lumineux. Bref, il n'y a plus qu'au fin fond du Massif central ou en Corse, vous pourrez regarder la carte, c'est très étonnant, il n'y a rien en Corse, il y a que là qu'on peut observer les étoiles. Quant aux oiseaux, ils sont totalement déréglés par ces points lumineux et vous les entendez gazouiller à 4 heures du matin. Quand on sait que 42% de la consommation d'une commune est liée à l'éclairage public, on a envie de réclamer à nos maires des économies pour le bonheur de voir les étoiles. Ça, c'est la bonne cause. On termine avec le bien parler. Oui, parce qu'en attendant les grands-messes de l'Élysée, il y a les communiqués de presse. Mais sur le site Figaro Vox, l'écrivain Christian Combaz s'insurge, il s'énerve, citations à l'appui, contre ce qu'il appelle une atteinte à la langue française, le dernier communiqué de l'Élysée, de François Hollande sur la crise des migrants. Faute d'orthographe et surtout formules alambiquées à l'exactitude grammaticale douteuse. Je vous en cite quelques-uns. Aujourd'hui, il y a une épreuve. C'est aussi une interpellation à l'égard de la conscience européenne. Je ne voudrais pas que l'on en reste simplement au registre de l'émotion que nous avons. Le président vient-il de lire Christine Angot, se demande l'écrivain un peu taquin. En conclusion, écrit-il, on peut s'interroger sur la qualité ou l'intention de ceux qui ont à relire ce genre de prose avant de l'envoyer. Ou ils sont carrément nuls, ce qui est une éventualité, ou ils font exprès de laisser passer des bourdes pareilles sans la moindre remise en forme pour accabler leur patron. En ce sens, on pourrait parler de véritable coup d'état linguistique, ce qui serait une première. Alors le président va reprendre la main tout à l'heure. Nous comptons sur lui pour soigner le français, à défaut de sauver la France. La revue de presse de Natacha Polony. Vous nous aviez parlé il y a quelques mois de Laurent Wauquiez dans un papier de Society, si je me souviens bien, qui était accusé de sagouiner son bon français pour faire plus proche dans du un papier peuple. du Monde. Ah, c'était Le Monde. C'était une enquête du Monde. C'est ça, j'ai pas rêvé. J'ai encore un peu de mémoire. Qui était particulièrement salé. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain matin, Natacha.